Selon Yves Saint-Laurent, la photo de mode est l'étincelle vivante et sophistiquée d'un certain moment du temps fixé à jamais. Plus qu'une simple démarche destinée à vendre le vêtement, elle cristallise les goûts et les aspirations d'une époque. À ses débuts, la photo de mode est indissociable du dessin. Après un siècle, elle est photographie artistique pour laquelle le vêtement n'est souvent que prétexte. Avant l'irruption de la photo dans la presse, la mode était dessin. Les premières photos sont dans les années 50, c'est-à-dire ça vient avec la haute couture, à partir du moment où la bourgeoisie ayant un statut extrêmement important, soit sur le plan de la banque ou commerciale, veut se faire représenter comme l'aristocratie se faisait représenter au XVIIIe. Il y a projection d'image, alors au lieu qu'elle soit picturale, à ce moment-là, elle devient photographique. La comtesse de Castiglione, figure de proue du Second Empire, a voulu être représentée avec ses toilettes et ses déguisements. Louis Pierson l'a photographiée pendant un quart de siècle. Les Modes est le premier magazine à publier un grand nombre de photos. À l'époque, les mannequins sont généralement des vedettes du spectacle. Après le théâtre et la musique, le studio Rotlinger est attiré par la mode. Les photos se font dans les mêmes conditions que le portrait, première vocation du studio fondée en 1850. Au début du siècle, les frères Séberger réalisent pour la première fois des clichés de mode pris en extérieur. Jules, Louis et Henri parcourent le Paris élégant, les champs de course, inaugurant une vision dynamique de la mode. Au vu de ces photos, de leur qualité et de leur manière d'être, si je peux dire, de leur mise en scène, Madame de Broutel, qui dirige un journal qui s'appelle La Mode Pratique, demande à Jules s'il ne pourrait pas essayer de faire des photographies de mode dans des lieux publics, tels que les courses, entre autres, ou les promenades des gens chics à l'époque qui se font avenue des Champs-Élysées et au Bois de Boulogne, et de rapporter un reportage donc, de gens de l'aristocratie ou riches qui portent des vêtements et qui pourront servir d'illustration à des articles de mode. L'œuvre des Séberger, c'est une affaire de famille. Les enfants apprennent déjà de leurs parents. Plus tard, ils prendront le relais et feront les belles pages des revues de mode. Adolphe de Meyer fréquente et photographie l'aristocratie, dont il fait le portrait, avant de se consacrer à la seule photo de mode. Ça n'est plus une photo de mode documentaire, ça n'est plus une photo de mode publicitaire, c'est une photo de mode documentaire, publicitaire et artistique. En utilisant la lumière, le baron de Meyer, publié dans Vogue à partir de 1914, commence à interpréter le vêtement. Devenu chef du service photographique de Vogue, il impose ses contre-jours. Mais le style vaporeux qu'il donne aux vêtements ne convient bientôt plus au magazine qui se veut avant-gardiste en matière de mode. Et en 1923, il quitte Vogue pour son concurrent Harper's Bazaar. Pendant ce temps, Edward Steichen prend la direction du studio de Vogue à New York. Il oublie la brume chère au baron de Meyer et impose un style plus rigoureux et plus construit. Dans les années 30, Harper's Bazaar, sous la direction de Carmel Snow et de son directeur artistique Alexei Brodovitch, renouvelle le genre de la photographie de mode. En
En saisissant l'instantanéité du mouvement, Munkachi introduit les bases de la photo de mode contemporaine. Il donne une image dynamique et moderne de la femme américaine. Le vêtement n'est plus figé, mais vivant. Il s'intègre à la personnalité du modèle. Un directeur artistique est là pour vraiment avoir une communication entre tous les éléments qui participent pendant une séance. Et c'est beaucoup de la préparation avant. Et aussi un directeur artistique, c'est là dans un journal pour vraiment pour faire le mix un peu entre les sujets, les styles différents des photographes. En 1934, Horst remplace Wenningen Wene, son initiateur et ami, à la tête des studios parisiens de Vogue. Il s'inspire de son style classique, de ses thèmes grecs antiques, mais y ajoute une touche d'humour et de raffinement. Il utilise des accessoires et des décors afin de donner aux vêtements une sensibilité, une dimension ludique et parfois théâtrale. Sa conception de la mode est en phase avec les désirs superficiels de l'entre-deux-guerres. La Seconde Guerre mondiale met la photo de mode entre parenthèses. Les photographes ne peuvent ignorer les réalités matérielles et les femmes s'adaptent et adoptent des vêtements fonctionnels. Dans l'immédiate après-guerre, le magazine Elle prodiguera des conseils pratiques et préconisera la débrouille vestimentaire. Dans les années 40-50, New York devient la capitale de la mode en matière de photos, notamment grâce à Irving Penn. Après quelques années à Harper's Bazaar, Penn fait une rencontre décisive, celle d'Alexandre Lieberman, directeur artistique de Vogue, qui l'engage en 1943. Irving Penn peut insuffler à ses photos sa vision personnelle de la mode. Ses compositions sont épurées, le vêtement est évoqué plus qu'il n'est décrit. Il y avait des images qui avaient tellement été marquantes par des photos qui avaient été faites par Irving Penn notamment, avec des silhouettes tellement exagérées, tellement précises, que quand j'ai vu les vêtements en vrai, j'étais un peu déçu parce que c'était pas aussi silhouetté, aussi beau en fin de compte. Parce qu'il y a toute la technique de la photo et tous les artifices de la photo aussi, parce qu'on joue quelquefois aussi avec le vêtement, on rend dans la silhouette, la pose est parfaite pour mettre la jambe plus fine, etc. Donc il y a plein de choses comme ça avec la photo qu'on peut faire et accentuer, disons, vraiment sublimer des lignes ou des silhouettes. Donc j'étais déçu en voyant la réalité, parce que voilà, j'étais accro des images. La photo a nourri la mode, et la mode a nourri la photographie. Toute l'influence est venue de la musique, des films, de l'Angleterre et de tout ce qui se passait alors. À partir du moment où elle est apparue dans les magazines, la photographie a suscité un intérêt pour la mode et les regards se sont portés de plus en plus sur elle. J'ai appris la mode avec la photo, oui. J'ai appris la mode par la photo. J'ai pas fait d'école de mode, j'ai regardé les magazines et j'ai vu telle photo photographiée quelquefois par des très bons, par des moins bons photographes. Et puis peu à peu, toute ma culture de mode comme ça est visuelle, télévisuelle et visuelle par les photos de mode. Parfois, la personnalité du photographe est si forte qu'elle triomphe des habitudes et des tabous. C'est le cas d'Helmut Newton. La mode n'est pas un but, juste un moyen pour provoquer et exprimer sa propre vision. Je suis inspiré par le cinéma, par les photos de paparazzi, parce que je les trouve extraordinaires. Je trouve la démarche d'un paparazzo formidable. Les femmes mises en scène dans les photos de Newton sont souvent dominatrices, toujours indépendantes.
la mode est généreusement associée au sexe, à l'argent, à la séduction et traduit les obsessions et les fantasmes du photographe. Fétichisme, perversion et travers de la société contemporaine sont épinglés dans un univers de luxe nécessaire à l'expression du désir. J'ai une certaine obsession, je crois, sur des situations, sur les femmes, sur certaines choses. Je photographie une certaine classe sociale. Je ne suis pas un quartier bresson. Je ne fais pas la vraie vie. C'est une vie qui est vraie, mais qui est reconstituée. Dans les années 70, Paris redevient le haut lieu de la mode. Vogue France va permettre aux photographes de s'exprimer avec une liberté encore inégalée. Avec Helmut Newton, Guy Bourdin et de photographes vedettes. Sexe et violence font partie intégrante de ces photos. Bourdin s'inspire d'une atmosphère propre aux faits divers, mais avec un souci esthétique qui fait la part belle au maquillage. Ses campagnes pour les chaussures Jourdan le rendent célèbre et marquent un tournant dans la photo publicitaire. Le produit perd toute valeur fonctionnelle dans une mise en scène visant à le détourner, à en faire un objet existant par lui-même. Bourdin choque les esprits bien pensants, mais réussit toujours à appliquer sa recherche personnelle à ses travaux de commande. Les photographes de mode dans les années 80 doivent intégrer ce phénomène nouveau. Leurs modèles sont des stars. Les photographes choisissent leurs mannequins parce que ils sont inspirés par quelqu'un, par un mannequin, et maintenant avec cette mannequin, ils ont cette idée précise qu'ils veulent faire une certaine histoire. Donc en fait, c'est plus l'inspiration, il n'y a pas une autre calculation parce que le photographe pense d'abord à soi-même. Et c'est sûr qu'une rédactrice en chef, elle pourrait dire « Ah, j'aime beaucoup, je suis un grand fan de cette fille-là et j'aimerais bien travailler avec elle. » Mais c'est jamais, elle décidera jamais elle-même que ce soit une certaine personne. C'est plus le photographe, comme c'est lui qui est derrière la caméra, qui doit être inspiré, qui doit avoir une certaine idée. C'est plus lui qui décide avec ses sentiments, je dirais. Après 10 ans passés devant l'objectif comme mannequin, Hélène von Unwerth élabore la campagne Guess Jeans qui lance sa carrière et celle de Claudia Schiffer. Le regard de la photographe est sexy, intime et joyeux. Patrick de Marchelier, lui, symbolise les tendances de la mode actuelle. Mise en valeur des mannequins, simplicité de la mise en scène, ses photos respirent la santé. Jean-Baptiste Mondino préfigure une nouvelle génération de photographes. Graphiste, directeur artistique, réalisateur de films publicitaires et de clips, concepteur de pochettes de disques, il profite de tout ce que peuvent offrir les nouvelles technologies pour manipuler ces images. La couleur est utilisée pour donner une idée gaie de la mode et renvoie la femme à des modèles plus libérés que sophistiqués. Autre poulain, l'écurie Vogue, le péruvien Mario Testino aime les femmes sûres d'elles. Il y a un retour vers un classique, vers des choses qui ont des valeurs sûres. Et peut-être c'est parce que dans le monde, il y a tellement de choses qui ne sont pas sûres maintenant, qu'on n'est même pas sûr de sortir dans la rue, que quelque part on essaie de s'attacher à des choses qui sont sûres. Et j'essaie de trouver ça, une élégance qui peut être intemporelle. Si le vêtement
retrouve une place de choix dans ses photographies, Mario Testino innove constamment entre noir et blanc, classicisme bon ton et couleurs plus modernes. Ses photos libèrent une incroyable énergie selon Madonna, une qualité sensuelle extraordinaire selon Tom Ford, le couturier de Gucci. Dominique Isserman alterne avec succès mode et publicité et réalise des clips. Ses photos sophistiquées lui assurent la confiance des marques, on lui laisse carte blanche. Peter Lindbergh a grandi en Allemagne de l'Ouest entre une rive du Rhin industrialisée et une autre peuplée d'arbres. Il garde en mémoire l'environnement de son enfance et a toujours privilégié le contraste. Son travail est souvent associé aux mannequins et aux créateurs de mode. Lindbergh croit au langage du corps, à la nature, à l'émotion et donne à ses photos noir et blanc un climat très cinéma, sa préférence allant aux nuances des gris. Je ne pense pas que la photographie de mode ait besoin d'être en vogue ou d'appartenir au moment présent. Les vêtements peuvent l'être, mais quand j'essaie de faire une photo, j'aime faire une photo où la mode fait partie d'un tout. Ce n'est pas juste une question de vêtements ou d'apparence. L'important pour moi, c'est que ce soit une histoire, une recherche photographique, que l'image ne se démode pas avec le temps. Avant, les photos n'étaient là que pour montrer les vêtements. Mais de plus en plus, elles révèlent leur mystère. C'est un challenge, vous savez. Tout est un challenge. Your fingernails, everything. End up in the drawers. Yeah. Yeah, you got it. You're doing great. Amazing. Head back there. David Lachapelle vit dans le New York des années 80 et constate les ravages du sida et de la drogue. Tout le monde s'est mis à s'habiller en noir. Depuis, on ne voit plus que ça. Je me dis parfois que nous portons tous le deuil. Pour conjurer le sort, Lachapelle se fait le pape du rose shocking. Il insiste sur le fait qu'il est photographe et pas informaticien et trouve plus drôle de photographier du réel que de créer sur ordinateur. Si vous allez au-delà de certaines limites, ce n'est plus de la mode. Si c'est vulgaire, si c'est laid, la mode perd sa crédibilité. Les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ils laissent tomber. Entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, le couloir est très étroit. Il faut montrer les vêtements, parce qu'il s'agit d'une photo de mode. Mais à part cela, ça laisse tellement de liberté. Les vêtements pour moi c'est naturellement. La matière c'est du nature. La matière de tissus, différents tissus, différents de broderie, le brillant de la soie, le côté mat de coton. Je l'ai toujours aimé comme une nature morte. Il n'y a que la peau de la femme que dit c'est la peau vivante. Parce qu'il photographie depuis toujours la mode et la beauté, Tien sait l'importance du vêtement, qu'il magnifie souvent au détriment du modèle. Tien n'hésite pas à laisser les visages hors cadre, à les cacher dans l'ombre. Tout ne doit concourir qu'à sublimer les matières, les couleurs, dans un espace où alternent fixité et mouvement.
Je crois que les vêtements sont plus importants que je fais de mode. Et le mannequin, ce n'est qu'une participation, pour moi en tout cas. Mais je n'ai pas envie de tel visa célébrité pour porter une robe de tel couturier. J'aime pas le mélange. Quand il y a trop de célébrités dans une photo, ça devient un magazine le week-end. Moi, c'est presque pour recorriger mon propre travail quand je photographie les robes après pour la publicité. Ça me permet de regarder mon propre travail de créateur de mode avec un œil détaché. Je vois le bien, mais je vois le mal aussi. Je vois ce qu'il ne faut pas faire, ou je me suis gouré, mais en photo, on peut arranger des choses que sur un podium, on ne peut pas arranger. Donc c'est intéressant. Finalement, ça me permet aussi de rester en contact avec la mode toute l'année, sinon je ferai la collection, et le reste du temps, je serai en vacances comme les autres, ce qui m'embêterait beaucoup. Porté par le succès des photographies qu'il réalise pour Chanel, Karl Lagerfeld peut donner libre cours à sa créativité et à son talent. Inspiré par Oskar Schlemmer, sculpteur et peintre allemand des années 20, Lagerfeld a choisi de faire poser ses mannequins dans les costumes fantastiques et abstraits de Schlemmer. Le vêtement est prétexte à une mise en scène onirique, plus proche de la peinture que de la mode formelle. Le grand problème, c'est d'inventer le présent. On invente le présent en étant simple et clair, en ne faisant pas à la manière d'un autre photographe, mais peut-être à la manière d'une idée. Parce que les photographes qui collent à leurs prédécesseurs font des pastiches merveilleux, mais ne font pas avancer les choses. Tandis que les photographes qui se lancent dans une idée ou dans une petite obsession d'une façon de voir les choses sont ceux qui développent vraiment leur talent au maximum. Richard Avedon est de ceux-là. Depuis plus de 50 ans, il insuffle à la photographie une nouvelle énergie. En 1945, il présente son portfolio à Alexei Brodovitch, directeur artistique de Harper's Bazaar, qui devient son mentor. 20 ans plus tard, Vogue le débauche. Sa présentation de la mode est simple et presque classique. L'apparente spontanéité de ces modèles est précisément orchestrée. Si les fonds neutres sont récurrents, les mises en scène peuvent être plus complexes. Et si la mode est une affaire de style et d'époque, traduite en images par Avedon, elle est intemporalité et personnalité. Il y a chez lui d'abord une imagination intarissable, ensuite une vision métaphorique de l'existence, et puis une intelligence immédiate des êtres humains. Et si vous ajoutez à tout ça un œil absolu, c'est-à-dire quand l'œil est plus intelligent que toute la tête, quoi. Et c'est une façon en une minute de pouvoir saisir quelque chose que les autres ne voient pas. Avedon préfère l'étude du mouvement à la narration. Il s'inscrit en cela dans la droite lignée de Martin Munkachi, le premier à faire bouger la photo de mode. Le génie d'Avedon est de combiner ce mouvement avec la tradition statique du studio. Parce qu'on ne fige pas plus la mode qu'on ne peut figer le temps et que la fuite du temps s'inscrit dans son œuvre. Une représentation, dans son expression la plus absolue, très stylisée et extrêmement réfléchie, c'est bien sûr la mode. Tout dans la mode, les cheveux, le maquillage, est utilisé pour créer une œuvre. C'est pourquoi beaucoup de portraits dans l'histoire de l'art sont en fait des portraits de mode, des images de mode. Comme les magnifiques Klimt, les Goya, les Velázquez. En fait, toutes les peintures de la cour royale sont dans un sens des portraits de mode. Les photos sont des hallucinations. Mes photos sont mes hallucinations. Et comme les hallucinations, elles sont prises sous l'influence d'idées irréelles et érotiques, de fantasmes et de morts. Comme tout ce qui est hallucinant, elles touchent au mythe. Et plus d'une fois, j'ai été surpris par la puissance de mon propre inconscient. Richard Avedon a réalisé pour Égoïste une série intitulée « La passante du siècle ». Stéphanie Seymour traverse un siècle de photos de mode sans prendre une ride.
Il mêle de nouveau la mode et la fuite du temps, la vie et son cortège de passants. La signature est éloquente. La mode n'est pas le reflet périssable de l'élégance, elle est l'éclat rythmé du temps. La mode est une des expressions les plus riches du désir, de l'ambition, des besoins, de la fragilité, de l'insécurité, de la confiance de l'homme. Ce que nous portons reflète la vision que nous avons de nous-mêmes. C'est un cadeau. Regardez ce que les femmes portent dans les tableaux de Wessler. Ce qu'elles portent, c'est de la mode. La mode est prétexte. S'approcher de la femme, voler son corps, mieux pénétrer son regard, lire le frémissement de sa peau, la nervosité de sa jambe, essayer de respirer un peu de son âme, perverse ou innocente. La mode est aussi prétexte à sculpter d'étranges statues habillées, qui ne demandaient qu'à s'animer et que fige l'instant du déclic. Grâce à la photographie, la mode est plus que la mode. Un long, un grand moment d'éternité.